Lors d'un dîner tant attendu avec mon fils et sa femme, notre première tentative de réconciliation après des années de silence, j'ai senti mon téléphone vibrer sous la table. Le message sur l'écran me glaça le sang. Lève-toi. Pars maintenant. Ne dis rien à ton fils. Ma main tremblait en glissant le téléphone dans ma poche. Je n'ai pas discuté. Je n'ai même pas demandé pourquoi. J'ai simplement obéi. Et ce choix m'a sauvé la vie. Car une demi-heure plus tard, les gyrophares bleus et rouges peignaient les murs de leur luxueuse demeure et la police était à leur porte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire d'où vous nous regardez. La soirée avait commencé si simplement. Des bulles de savon s'accrochaient à mes mains usées tandis que je frottis-battais la vieille tasse à café de Jean, la même que je lavais chaque soir. Une assiette, une fourchette, un verre. Le rituel silencieux d'une veuve qui s'était habituée au silence. La lumière de la cuisine grésillait doucement au-dessus de moi, le même plafonnier que Jean avait choisi 20 ans plus tôt, insistant sur le fait qu'il rendait la pièce plus chaleureuse. Ce n'était pas le cas. Il ne faisait que rendre le vide plus visible. J'ai séché la tasse avec soin et l'ai placée à son endroit habituel sur l'égouttoir, comme si le fait que la même tasse en porcelaine occupe le même espace soir après soir avait de l'importance. Peut-être que oui. Peut-être que maintenir l'ordre était tout ce qu'il me restait. Sur le réfrigérateur, une photo jaunie était suspendue sous un aimant fissuré. Mon fils David lors de sa remise de diplôme de lycée, rayonnant sous sa toque et sa toge. Le bras de Jean était fièrement enroulé autour de lui et je me tenais juste à côté, essayant de ne pas pleurer en prenant la photo. Cette photo vivait sur le frigo, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce que c'était la dernière fois que je me souvenais de nous comme d'une vraie famille. Avant les disputes, avant les demandes d'argent, avant le silence qui s'était installé comme de la moisissure. La sonnerie stridente du téléphone fixe a déchiré ma rêverie. J'ai failli laisser tomber le torchon, me rattrapant de justesse alors que le son résonnait dans la petite maison. L'identification de l'appelant brillait sur mes lunettes. Le nom m'a frappé comme un marteau. David, mon fils. Pendant un long moment, je suis restée à fixer l'écran. Une année de silence s'étendait entre nous comme un océan que je n'avais aucun moyen de traverser. La dernière fois que nous nous étions parlé, il était parti en claquant la porte après que j'ai refusé de lui donner 50 000 € pour une start-up qui semblait déjà vouée à l'échec. Nous avions bâti notre chaîne de garage, Jean et moi, une clé à molette après l'autre, un client à la fois. Je n'allais pas financer un rêve construit sur du vent. C'est ce soir-là qu'il m'a traité de vieille femme amère qui ne croyait pas en lui. C'est ce soir-là que nous avons cessé d'être mère et fils. Mais maintenant, son nom était sur mon téléphone. J'ai décroché le combiné lentement. Ma gorge s'est nouée. Allô? Ma voix s'est brisée plus que je ne l'aurais voulu. Maman. Son ton portait la même hésitation que lorsqu'il était enfant et qu'il avait cassé quelque chose de précieux. Pas de la colère, mais la peur d'être jugé. C'est moi. Ma poitrine s'est serrée. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. David. Je ne m'attendais pas à... Je sais, m'a-t-il coupé. Je sais que ça fait trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Je pouvais l'entendre respirer fort, comme si l'appel lui-même demandait du courage. Mais je ne veux plus perdre de temps. Claire et moi, vous nous manquez. La famille nous manque. Le mot « famille » flottait dans l'air comme de la fumée. Je ne l'avais pas entendu de sa bouche depuis des années. Elle me manque aussi, ai-je admis, me surprenant par ma propre honnêteté. Maman, voudrais-tu venir dîner ce soir? Claire prépare ce rôti que tu aimes tant. Nous voulons parler. Parler comme avant. J'ai jeté un coup d'œil à la photo de mariage sur ma cheminée. David, élégant dans un smoking noir. Claire, parfaite en soie blanche. Jean, radieux à mes côtés, me murmurant « Il s'en sortira, Hélène ». Les familles finissent toujours par se retrouver. Je voulais le croire maintenant. Ce soir, ma voix a trahi ma surprise. Ce soir, a-t-il dit fermement. Nous avons perdu assez de temps. Sa voix s'est adoucie. Merci de nous donner une autre chance. Après avoir raccroché, je suis restée assise à regarder la photo. Le sourire de Jean rencontrait le mien derrière le cadre en verre. J'avais presque l'impression que sa voix murmurait à nouveau. Il est temps, Hélène. Il est temps de rentrer à la maison. Je me suis levée de ma chaise avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. À l'étage, ma chambre ressemblait à un musée que personne ne visitait. Les foulards de Jean étaient toujours drapés sur la commode, ses flacons de parfum intacts,
mais leur fragrance encore légèrement perceptible, alignée sur l'étagère. La poussière tourbillonnait dans la lumière de fin d'après-midi comme de minuscules fantômes. J'ai ouvert mon placard, mes doigts effleurant des chemises de travail raides de taches de graisse jusqu'à ce qu'ils trouvent le tailleur bleu marine, encore sous plastique. Jean me l'avait acheté le jour où David avait obtenu son diplôme universitaire. « Il te faut quelque chose d'élégant pour les grandes occasions », avait-il dit en lissant les revers de ses mains soigneuses. Ce tailleur m'avait accompagné aux anniversaires, aux entretiens d'embauche, et finalement à ses funérailles. Ce soir, il me ramènerait dans la vie de mon fils. Dans la salle de bain, le miroir reflétait une femme que je reconnaissais à peine. Les rides creusaient plus profondément mon visage. Les cheveux argentés étaient plus nombreux que les noirs. Mes yeux portaient encore une étincelle, mais elle vacillait. Je me suis maquillée avec soin, comme si paraître plus jeune pouvait combler les années. Avant de partir, j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. À l'intérieur se trouvait la montre de gousset que Jean m'avait offerte le jour de notre mariage. « Pour que tu ne perdes jamais de temps avec moi », avait-il taquiné. Je l'ai remonté une fois, entendant les minuscules engrenages reprendre vie, et je l'ai glissé dans la poche de mon gilet. Une partie de moi croyait qu'il marcherait à mes côtés ce soir. J'ai réservé une voiture via l'application. Saint-Germain-en-Laye, à 40 minutes. Un autre monde par rapport à ma modeste maison de Créteil. Lorsque le chauffeur s'est arrêté, j'ai serré une bouteille de cognac de 20 ans d'âge, mon offrande de paix. Le trajet fut silencieux. Les lampadaires défilaient en flou tandis que la ville laissait place à l'autoroute, puis à des pelouses manucurées et des domaines tentaculaires. Saint-Germain-en-Laye était un endroit où les taillèves vrombissaient tous les samedis et où les fontaines dansaient pour personne d'autre que leurs propriétaires. Quand la voiture s'est arrêtée devant une demeure avec des colonnes de pierre et des fenêtres illuminées, mon estomac s'est noué. Ce n'était pas la vie que David menait la dernière fois que je l'avais vu. Comment avait-il réussi cela? Je suis sorti lentement, mes chaussures cirées, mes pas neufs cliquetant contre la pierre. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je ne puisse frapper. Une femme se tenait là, la cinquantaine, avec des yeux fatigués et une robe noire impeccable. Une gouvernante. « Madame Hélène », dit-elle chaleureusement, mais son sourire vacillait comme une bougie dans le vent. « Je suis Lucia. Entrez, je vous en prie. » Quelque chose dans ses yeux me troubla. De la gratitude. De la peur. Cela a disparu avant que je puisse le nommer. Le hall d'entrée s'étendait, large, avec des sols en marbre et un lustre qui aurait pu rembourser mon prêt immobilier. Des peintures à l'huile étaient accrochées comme des juges silencieux. L'air sentait le lys frais. « Maman !» La voix de David résonna au bout du couloir. Il apparut, semblant tout droit sorti d'un magazine. Costume cher, coiffure parfaite, un sourire trop empressé, trop poli. Il me serra fort dans ses bras. Une seconde de trop. « Tu es magnifique !» Avant que je puisse répondre, Claire émergea. Robe de soie, maquillage impeccable, des diamants captant la lumière. Elle m'embrassa sur la joue. « Hélène, enfin ! Nous sommes si heureux que vous soyez là. » J'ai réussi à sourire, mais l'opulence pure m'oppressait. « Cet endroit, c'est incroyable. Comment avez-vous » L'immobilier, coupa rapidement David. Son rire sonnait creux. On a profité d'une opportunité sur le marché. Un coup de chance. Claire passa son bras sous le mien. « Venez, mettons-vous à l'aise. » Je tendis le cognac à David. Son visage s'illumina en étudiant l'étiquette. « Maman, c'est fantastique. » Il ne fallait pas. Nous sommes entrés dans une salle à manger digne d'un magazine de luxe. Table en acajou, porcelaine étincelante, argenterie parfaitement alignée. Le lustre au-dessus déversait une lumière chaude sur chaque détail. Ma chaise attendait en bout de table. Claire sourit chaleureusement. « Nous voulons que ce soir soit spécial, pour tout recommencer. » Je me suis assise, lissant mon tailleur tout en jetant un coup d'œil autour de moi. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti un fragile fil d'espoir se tisser en moi. Peut-être que Jean avait eu raison. Peut-être que les familles finissaient par se retrouver. Mais alors mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Mon sang se glaça en le lisant. « Lève-toi. Pars maintenant. Ne dis rien à ton fils. » Les mots sur l'écran lumineux se sont gravés dans mes yeux. « Lève-toi. Pars maintenant. Ne dis rien à ton fils. » Mon souffle s'est coupé, mes doigts tremblant juste assez pour que le téléphone glisse légèrement contre ma paume. Le rire de David résonnait au bout de la table,
trop vif, trop empressé, comme s'il essayait de prouver quelque chose, non seulement à moi, mais à lui-même. Claire a pris la bouteille de vin, servant avec une grâce sans faille, son sourire étudié comme le salut final d'une danseuse. Ils n'ont pas remarqué comment mes doigts se sont crispés sur ma serviette. Ils n'ont pas entendu les battements dans ma poitrine. J'ai forcé un hochement de tête, ravalant toute expression qui menaçait de me trahir. « Excusez-moi » ai-je marmonné en me levant de table, une main sur mon estomac. Trop de rôti, trop vite. David a gloussé poliment, mais ses yeux étaient vifs, m'étudiant comme les joueurs étudient les dés avant un lancer. La main de Claire s'est attardée sur mon avant-bras un instant de plus que ne le permettait le confort. Dans le couloir, le bruit des couverts et des conversations basses s'est estompé en un bourdonnement étouffé. Je me suis appuyée contre le mur frais, le souffle court. Qui pouvait envoyer un tel message? Comment savait-il que j'étais ici? Le lustre au-dessus de moi grésillait faiblement. Chaque scintillement de lumière était comme un avertissement. Et soudain, le couloir s'est brouillé, et j'étais de retour dans une autre maison, à une autre époque. Le rire de Jean résonnait dans ma mémoire, doux et certain, remplissant notre cuisine à Créteil comme la lumière du soleil remplit une fenêtre fissurée. Elle avait de la farine sur les mains ce soir-là, préparant une tarte pour le 16e anniversaire de David. Il était rentré tard, sentant la fumée de cigarette qu'il jurait ne pas être la sienne. Je me souvenais de la façon dont il évitait mes yeux, marmonnant à propos d'amis, d'être incompris. Ce n'est qu'un garçon, m'avait murmuré Jean plus tard, me frôlant l'épaule comme si son contact pouvait apaiser mon inquiétude. Il passera ce cap. Ne sois pas si dur avec lui, Hélène. Mais même à l'époque, je voyais la faim insatiable dans les yeux de David. Pas pour la nourriture, pas pour la famille, mais pour quelque chose de plus rapide, de plus tranchant. Il voulait des raccourcis, toujours, de l'argent qui venait vite, des applaudissements qu'il n'avait pas à mériter. J'avais espéré que le mariage avec Claire l'apaiserait. J'en m'avais même dit le jour de leur mariage. Elle est stable. Elle le gardera les pieds sur terre. En regardant Claire ce soir, sa main lourde de bijoux et ses yeux trop calculateurs, j'ai réalisé à quel point nous nous étions trompés. J'ai chassé ce souvenir, mais il s'accrochait à moi comme la graisse sur la chemise d'un mécanicien. Des années de silence m'avaient permis d'imaginer David s'adoucir, mûrir, trouver l'honnêteté dans le travail comme je l'avais fait. Mais le costume, la demeure, les sourires répétés, rien de tout cela ne correspondait au garçon que j'avais élevé. L'horloge du couloir a sonné une fois, un son profond et résonnant qui m'a ramené à la réalité. J'ai ajusté mon col, essayant de calmer mes mains tremblantes. J'ai sorti la montre de Gousset de Jean, son laiton usé et lisse après des années où mon pouce l'avait caressé distraitement. Le tic-tac était régulier, patient. Il me l'avait donné avec un sourire, en disant « Pour que tu saches toujours où tu en es dans le temps ». Ce soir, j'en avais besoin plus que jamais. Une voix me fit sursauter. « Madame Hélène ». Je me suis retournée. Lucia se tenait à mi-chemin dans le couloir, un plateau de verre vide parfaitement équilibré dans ses mains. Ses yeux ont croisé les miens une seconde, et bien que ses lèvres ne bougeassent pas, son regard en disait long. C'était le même regard que Jean me lançait quand David mentait effrontément à l'adolescence. Doux, peiné, mais sans détour. « Tout va bien, madame ?» demanda-t-elle plus fort cette fois, son accent adoucissant les contours de ses mots. J'ai forcé un sourire. Oui, je reprends juste mon souffle. Elle a hoché la tête lentement, mais la façon dont ses épaules se sont déplacées m'a dit qu'elle en savait plus. Ses yeux se sont brièvement posés sur ma poche, celle où j'avais glissé mon téléphone. Puis elle s'est retournée, disparaissant dans la cuisine sans un mot de plus. De retour à table, David se pencha en avant, les coudes sur l'acajou poli comme un miroir. « Tout va bien, maman ? Tu as l'air pâle. » Son sourire était chaleureux, mais ses yeux brillaient d'autre chose. « Ça va, » ai-je menti en reprenant ma place. « Juste ces repas riches. Je n'y suis plus habituée. » Claire a ri légèrement. « Il va falloir vous y habituer. Nous voulons que vous veniez souvent. » Les mots auraient dû être réconfortants. Au lieu de cela, ils sont tombés sur moi comme des chaînes. Pendant un moment, j'ai laissé leur voix se brouiller, répondant quand c'était nécessaire, hochant la tête par politesse. Mais mon esprit vagabondait. À la première fois où David a demandé une somme déraisonnable. À la façon dont son ton s'était durci quand j'avais dit non. À cette porte claquée, à l'écho de sa voiture démarrant en trombe dans la nuit. Je me suis souvenu de Jean cette nuit-là aussi, debout à la fenêtre, avec des larmes qu'il essayait de cacher.
Tu fais ce qu'il faut, m'avait-il dit, la voix tremblante. On ne peut pas continuer à le renflouer. Il doit apprendre. Mais il n'avait pas appris. Il était seulement devenu plus habile dans ses demandes, plus persuasif dans ses sourires. Le souvenir est entré en collision avec le présent. Le rôti parfait dans mon assiette, le verre de vin intact devant moi, le rire prudent de Claire, les doigts de David tambourinant nerveusement. Tout s'alignait trop parfaitement, comme une pièce de théâtre répétée trop de fois. Et puis c'est revenu, mon téléphone vibrant silencieusement dans ma poche. J'ai bougé sur ma chaise, le sortant sous la nappe. Un autre message du même numéro inconnu. La boisson n'est pas sûre. Regardez attentivement. Ne les laissez pas vous présenter de papier ce soir. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Mes yeux ont fusé vers les verres sur la table. Le verre de cognac de David était à moitié plein. Le mien scintillait, intact, le liquide ambré captant la lumière du lustre. La main de Claire a glissé vers moi, douce et persuasive. « Vous devriez en prendre une gorgée, dit-elle doucement, comme une suggestion plutôt qu'un ordre. Ça vous aidera à vous détendre. » Le rire de David a suivi, trop fort, trop rapide. « Oui, maman. C'est du bon. Rien que le meilleur pour toi. » La dernière fois que j'avais entendu ce ton de sa part, c'était quand il avait 10 ans, jurant qu'il n'avait pas cassé la fenêtre du voisin, même si la balle de baseball était encore dans sa main. J'ai souri faiblement, mettant le verre de côté avec un soin délibéré. Peut-être plus tard. Je veux le savourer. Le sourire de Claire a vacillé. Les doigts de David ont cessé de tambouriner. Un silence s'est étiré, trop long, avant qu'il ne le comble à nouveau de bavardages nerveux. À l'intérieur, mon esprit bouillonnait. Quelqu'un dans cette maison savait ce qui se passait. Quelqu'un se souciait assez pour risquer de m'avertir, et j'avais le pressentiment de savoir qui. Le tic-tac de la montre de Jean dans la poche de mon gilet était plus fort que leur voix, plus fort que mon doute, plus fort que la peur. J'ai fait tourner lentement le verre dans ma main, laissant la lumière du lustre se refléter sur la surface ambrée. À première vue, il ressemblait à n'importe quel bon cognac, doux, brillant, presque festif. Mais en l'inclinant juste ce qu'il fallait, j'ai vu autre chose. De faibles particules tourbillonnant au fond, comme de la poussière piégée dans du miel. J'ai cligné des yeux. Peut-être n'était-ce rien. Peut-être que mes yeux, fatigués et tendus, me jouaient des tours. Pourtant, les mots du message me brûlaient la mémoire. La boisson n'est pas sûre. Claire se pencha plus près, son parfum m'enveloppant. Hélène, vous n'y avez pas touché. Vous avez toujours aimé un bon digestif. Son sourire était tendre en surface, mais ses yeux trahissaient une urgence. Je me ménage, dis-je légèrement en posant le verre. Mes doigts picotaient comme si le simple fait de toucher le bord laissait un résidu. David força un rire. Maman a toujours été disciplinée. C'est pour ça qu'elle et papa ont bâti leur garage à partir de rien. N'est-ce pas, maman? Ses yeux passèrent rapidement de Claire à moi. Quelque chose dans sa façon de le dire semblait répéter, comme une réplique de théâtre. Oui, dis-je lentement, ma voix plus stable que je ne le sentais. Discipline et confiance. Exactement, répondit David trop vite. La confiance est essentielle, c'est pourquoi nous voulions te parler ce soir, de l'avenir. Le mot « avenir » tomba comme un marteau. Je croisai les mains sur la table, la montre de gousset de Jean pressant froidement contre mon gilet. Continuez. Claire posa délicatement sa main sur la mienne. Sa peau était fraîche, ses ongles parfaitement manucurés. Vous avez travaillé si dur toute votre vie. Ne pensez-vous jamais à ralentir, à laisser quelqu'un d'autre porter le fardeau? Planification de la succession, ajouta David, son sourire trop large. Tu sais, s'assurer que ton héritage perdure. Je retirai doucement ma main, gardant une expression calme. À l'intérieur, ma poitrine brûlait. Alors, c'était ça. La réunion, le rôti, l'argenterie polie, tout cela n'avait été qu'une mise en scène menant à cette conversation. Je gardai un ton neutre. Mon héritage se porte très bien. Le sourire de Claire vacilla. David insista. Maman, nous ne disons pas maintenant. Juste bientôt. Tu as quoi? Cette garage, des propriétés à travers la région parisienne. C'est beaucoup à gérer. Et s'il arrivait quelque chose? Si tu tombais malade? La voix de Jean me revint d'il y a 10 ans, chuchotant une nuit à l'hôpital quand David avait accidenté sa voiture et nous avait supplié de payer les dégâts. Si nous continuons à le sauver,
Il n'apprendra jamais à se débrouiller. Je regardais mon fils maintenant, l'homme adulte en costume sur mesure, parlant avec la même urgence suppliante qu'il avait utilisée adolescent. Sauf que maintenant, l'enjeu n'était pas un pare-choc cassé. C'était l'œuvre de ma vie. La vie est imprévisible, admis-je avec précaution. Mais certaines choses doivent se mériter. Le silence qui suivit fut lourd. Claire prit son verre, dissimulant sa déception avec une gorgée de vin. David tapota des doigts sur la table, une vieille habitude nerveuse. Lucia entra à ce moment-là, portant un autre plateau de verre. Elle les posa avec des mains qui tremblaient légèrement, le cliquetis plus fort qu'il n'aurait dû. Pendant une fraction de seconde, ses yeux se posèrent sur moi, puis sur le verre de cognac intact près de ma main. Puis elle détourna le regard, se retirant dans la cuisine comme une ombre. Je voulais la suivre, exiger des réponses, mais la voix de David me ramena à la réalité. « Tu sais, dit-il, trop nonchalamment, Claire a lu des articles sur la procuration. Juste au cas où quelque chose d'inattendu arriverait. Les familles devraient être préparées. » 1, 2, 3, mon sang se glaça. « Préparées » répétai-je doucement, sentant le poids de chaque syllabe. « Exactement, » intervint Claire, son ton mielleux. « Pour que personne d'autre, des étrangers, des avocats, des inconnus, n'interfère jamais. Tout doit rester dans la famille. » Je forçai un sourire, bien que mon estomac se torde. « Les étrangers peuvent parfois être très loyaux, » murmurai-je en jetant un coup d'œil vers la porte de la cuisine où Lucia avait disparu. Aucun des deux ne saisit l'ironie dans mon ton. La conversation changea, mais ma concentration resta la même. J'étudiai la table, la pile de papier soigneusement rangée près du coude de David, à moitié dissimulée sous une serviette en lin. Pas des menus, pas de la décoration. Des documents. Je pouvais voir le coin d'un sceau de notaire qui dépassait de 3. Claire se pencha de nouveau en avant, changeant de sujet avec une aisance polie. « Parlez-nous de vos garages, Hélène. Cet emplacement, c'est bien ça? Lequel marche le mieux ?» Ses yeux pétillaient, mais pas de curiosité, de calcul. Je bus de l'eau au lieu du cognac, laissant la fraîcheur calmer le feu dans ma poitrine. « Ils se portent tous bien, » répondis-je, vague et stable. « Chacun a quelque chose que j'en y a. Laissez. Ça touche, ses conseils. Ils sont construits sur plus que des chiffres. » David gloussa, mais le son était creux. « Le sentimentalisme, c'est bien, maman, mais le sentimentalisme ne paie pas les factures. Les affaires, c'est une question de marge, d'expansion et de croissance. Tu me l'as appris. » Je le regardai. Vraiment. Pour la première fois depuis des années, je vis l'ombre d'un garçon courant après les raccourcis, avide d'applaudissements, terrifié par l'échec. Sauf que maintenant, il portait un costume et était assis dans une demeure achetée avec une dette que je ne pouvais pas encore nommer. « Tu te souviens de ce que je t'ai appris » dis-je d'un ton égal. « Mais l'as-tu jamais vraiment appris ?» Son sourire vacilla. Claire se sentit mal à l'aise. La pièce se refroidit sous le poids des mots non dits. Je jetai un nouveau coup d'œil au verre de cognac. Le sédiment scintillait faiblement sous le lustre, comme des éclats de confiance brisés. Mon cœur battait la chamade. Je devais bouger. Je devais réfléchir. « Excusez-moi encore, » dis-je en me levant lentement. « Les toilettes cette fois. » David rit trop vite. « Bien sûr, maman. Deuxième porte à gauche. » Les yeux de Claire me suivirent alors que je retournais dans le couloir. L'air à l'extérieur de la salle à manger semblait plus clair, plus libre. Je sortis mon téléphone, fixant l'écran, attendant un autre message qui pourrait tout expliquer. Et puis il est arrivé. Ne signez rien. Pas ce soir. Surveillez leurs mains. Surveillez les papiers. Mon pouce accéléra. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas de l'imagination. Quelqu'un dans cette maison connaissait le danger dans lequel je me trouvais. Quelqu'un voulait que je reste en vie, pas docile. Le tic-tac de la montre de Jean pressait contre ma poitrine comme un battement de cœur qui n'était pas le mien. Je la serrai, murmurant silencieusement. « Je t'entends, Jean. Je t'entends. » Je me suis tournée vers la cuisine, attirée par le faible bruit de l'eau qui coule, le cliquetis du verre. La voix de Lucia fredonnait doucement, comme pour elle-même. Mon pas ralentit, prudent, délibéré. Elle ne leva pas les yeux quand j'entrai. Ses épaules se tendirent, mais ses mains continuèrent de bouger, frottant les verres avec une précision méthodique. « Longue soirée, » dis-je doucement. Elle hocha la tête une fois, sans toujours me regarder. « Oui, madame. »
Sa voix portait quelque chose sous la politesse. Quelque chose d'urgent. J'ouvris la bouche pour demander, mais avant que je ne le puisse, le faible écho des talons de Claire claqua dans le couloir. Le fredonnement de Lucia cessa. Ses yeux se tournèrent vers la porte, puis vers moi. Sans un mot, elle secoua la tête, un geste subtil qui criait plus fort que n'importe quel cri. Pas maintenant. Je retournai dans le couloir juste au moment où Claire apparaissait, son sourire parfaitement intact. Tout va bien? Demanda-t-elle gentiment. Parfaitement, mentis-je, la poitrine serrée. Elle passa à nouveau son bras sous le mien. Bien, alors retournons Y. Le dessert est presque prêt. Alors qu'elle me ramenait vers la salle à manger, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Le visage de Lucia était à moitié caché dans l'embrasure de la porte de la cuisine, ses yeux fixés sur les miens. J'y ai vu de la peur et autre chose, un choix. Je savais alors que les fissures avaient commencé à apparaître. Et une fois que les fissures apparaissent, les murs ne tiennent jamais longtemps. De retour à table, les couverts brillaient comme des armes polies. Le rire de Claire flottait dans la pièce, trop léger, trop aigu. David versa plus de vin comme si de rien n'était, bien que ses yeux ne cessaient de me surveiller. Mon verre de cognac intact restait à mon coude, sa surface tourbillonnant de secrets. Je forçai un sourire. Je vais sauter le digestif pour l'instant. L'eau me convient mieux. Le front de David se plissa. Allons, maman. Tu as toujours apprécié un bon verre. Certains goûts changent, dis-je d'un ton égal. Ses yeux se rétrécirent, mais il ne dit rien de plus. C'est alors que mon téléphone vibra de nouveau dans ma poche. Je m'excusai avec une toux polie, feignant d'ajuster ma veste. L'écran s'illumina. Cuisine. 5 minutes seule. Je levai mon verre d'eau, masquant ma réaction par une lente gorgée. De l'autre côté de la table, Claire m'étudiait attentivement. Son sourire s'étira trop finement. Le dessert arriva, Lucia portant un plateau de petites crèmes brûlées, leur dessus caramélisé à la perfection. Elle se déplaçait avec une grâce habituée, mais quand elle posa la mienne devant moi, sa main frôla la table une seconde de trop, ses yeux se dirigeant vers le couloir. Le message venait d'elle. Je le savais maintenant. J'ai attendu, laissant David et Claire bavarder sur les investissements, les nouvelles opportunités immobilières, un voyage en Europe qu'ils planifiaient. Leurs mots se fondirent en un bruit de fond derrière les battements de mon pouls. 5 minutes plus tard, je repoussai ma chaise. « Excusez-moi encore », dis-je doucement. La vessie d'une vieille femme. Claire rit, bien que le son fût cassant. Nous garderons le dessert au chaud. Je me dirigeai vers le couloir, puis vers la cuisine. L'odeur de viande rôtie flottait dans l'air, se mêlant à la douceur du caramel. La porte grinça quand je la poussai. Lucia se tenait à l'évier, s'essuyant les mains sur un torchon. Quand elle me vit, ses yeux se tournèrent vers la porte, puis vers moi. « Madame Hélène », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Ne buvez pas. Ne signez pas. » J'ai dégluti difficilement. « C'est vous qui avez envoyé les messages. » Elle hocha rapidement la tête, les yeux écarquillés de peur. « Ils ont mis quelque chose dans votre cognac. »« Ce n'est pas sûr. Il prévoit des papiers ce soir. Pour tout transférer. » Son accent s'épaissit avec l'urgence. « S'il vous plaît, vous ne devez pas. » Pendant un instant, la pièce vacilla. L'entendre à voix haute balayait tout espoir auquel je m'étais accroché, que peut-être j'imaginais des choses. Que peut-être le deuil et la suspicion me rendaient paranoïaque. Mais non, c'était réel. Je me suis stabilisée contre le comptoir. « Comment le savez-vous ?»« Je nettoie, » dit-elle simplement. « J'entends, je vois. Il parle comme si je n'étais pas là, comme si j'étais un meuble. » Ses yeux brillèrent d'un mélange de colère et de chagrin. Ils ont dit, si elle signe, demain elle oublie. Nous prenons le contrôle. Tout. Ces mots pressaient contre ma poitrine comme du fer. Le visage de Jean m'apparut en un éclair. Son rire, sa main ferme, son insistance pour que nous construisions quelque chose d'honnête. Penser que tout cela puisse être volé par des signatures obtenues par la ruse. Mon estomac se retourna. Avant que je puisse répondre, des pas résonnèrent dans le couloir. La voix de Claire, légère et douce, se dirigeait vers la cuisine. La main de Lucia jaillit, agrippant fermement mon bras. « Ne dites rien, s'il vous plaît, pour nous deux. » J'ai hoché la tête juste au moment où Claire apparaissait dans l'embrasure de la porte, sa robe de soie captant la lumière. « Hélène » chanta-t-elle, son sourire figé.
Tout va bien. Parfaitement, dis-je doucement. Lucia me parlait justement du dessert. Un travail remarquable. Lucia baissa les yeux, retournant à l'évier, jouant à nouveau son rôle. Le regard de Claire s'attarda un instant de trop. Avant qu'elle ne glisse son bras sous le mien. Revenez. David est impatient de continuer notre conversation. De retour dans la salle à manger, David avait posé une petite pile de papier près de mon assiette. Le sceau en relief du notaire brillait faiblement sous le lustre de Troie, il sourit comme si cela n'avait rien d'inhabituel. Maman, je voulais te montrer quelque chose. Juste un brouillon, rien d'engageant. Les papiers étaient là comme un piège, patient et mortel. Je jetai un coup d'œil à mon fils, mon propre sang, et sentis un frisson m'envahir. Plus tard, dis-je calmement. Le dessert d'abord. Le sourire de Claire se figea un instant. La mâchoire de David se contracta, mais il força un rire. Bien sûr, maman. Le dessert d'abord. Je pris la cuillère, brisant la croûte de caramel de la crème brûlée. Le craquement résonna dans le silence, plus fort qu'il n'aurait dû. Je goûtai la crème, riche et sucrée, bien qu'elle se changeât en cendres dans ma bouche. Les papiers restaient à côté de moi, attendant. Le sourire de mon fils restait plaqué sur son visage, bien que ses yeux trahissent la tempête intérieure. Et quelque part derrière nous, dans le refuge tranquille de la cuisine, je savais que Lucia écoutait, espérant que j'avais entendu son avertissement, espérant que je survivrais à cette nuit. Puis mon téléphone vibra une fois de plus. Un nouveau message, plus court cette fois. Urgent. Police. Appelez maintenant. La cuillère glissa de mes doigts, cliquetant contre la porcelaine. David et Claire levèrent tous les deux brusquement les yeux. Je forçai un rire, secouant la tête. Maladroite que je suis. Mais à l'intérieur, la graine avait été plantée. Le chaos approchait. Le message brillait toujours sur mon téléphone. Police. Appelez maintenant. Les mots pulsaient dans ma vision comme un phare. Mes doigts se resserrèrent sur l'appareil, mais je gardai mon visage impassible, mon corps calme. De l'autre côté de la table, le sourire de David tenait bon, bien qu'il soit fragile sur les bords. Claire tamponna ses lèvres avec sa serviette, ses yeux se dirigeant vers les papiers à côté de mon assiette. « Maman, dit David d'un ton léger, tu as fait tomber ta cuillère. Tu veux que je t'en apporte une autre ?» Je secouai la tête, forçant un rire. « Pas la peine. Je vais me débrouiller. » Ma voix semblait plus stable que le chaos en moi. Je devais agir, mais plus que ça, j'avais besoin de quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui n'était pas aveuglé par la cupidité ou accablé par des années de déception. Quelqu'un qui avait déjà tout risqué pour me garder en vie. Je pensais à Lucia, à la façon dont sa voix tremblait lorsqu'elle murmurait. Il parle comme si je n'étais pas là, comme si j'étais un meuble. Elle avait vu, elle avait entendu, et pourtant elle avait choisi de m'avertir. Quand le dessert fut terminé, je m'excusai une fois de plus. David fronça les sourcils, mais ne dit rien. Les yeux de Claire me suivaient comme un faucon, mais son sourire restait en place. Je traversai le couloir, passai devant le hall scintillant et me dirigeai vers la cuisine. Lucia se tenait de nouveau près de l'évier, les mains occupées mais les épaules rigides. Quand j'entrai, elle se figea. Ses yeux se tournèrent vers la porte, puis vers moi. « J'ai eu votre message, murmurai-je. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit au début. Finalement, vous devez appeler maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Je jetai un coup d'œil vers l'embrasure de la porte. Vide. Lucia, dis-je en baissant encore la voix. Vous avez déjà risqué plus que je ne devrais le demander. Pourquoi m'aidez-vous? Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle les repoussa en clignant des yeux. Parce que vous m'avez regardé comme une personne, pas comme un élément du décor. Non. Ils rient. Ils disent des mots quand je nettoie, des mots qu'ils pensent que je ne comprends pas. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle les essuyait sur un torchon. Ils ne se soucient pas de vous, Madame Hélène. Ils ne se soucient que de ce que vous avez construit. Et s'ils le prennent, ils vous jetteront. Sa voix se brisa. Comme ils me traitent. Pendant un instant, je restai silencieuse. Le poids de ces mots pesait sur ma poitrine. J'avais passé ma vie entourée de moteurs, de graisse et d'hommes qui mesuraient la valeur en travail. Je reconnaissais l'honnêteté quand je la voyais, et je la voyais dans son regard tremblant. Je sortis la montre de Gousset de Jean, le métal chaud de ma main. Mon mari disait toujours, les meilleures personnes sont celles qui font le bien quand personne ne regarde. C'est ce que vous avez fait ce soir.
Lucia déglutit difficilement. Alors laissez-moi aider davantage. Ces mots me surprirent. Aider davantage. Elle hocha la tête, la voix plus assurée maintenant. Je sais où sont les papiers. Je sais ce qu'ils prévoient. Ils ont laissé des copies dans le bureau à l'étage. Je peux vous montrer. Mon souffle se coupa. Des preuves. Lucia, s'il vous attrape. Il me croit déjà invisible, dit-elle, le menton légèrement relevé. Peut-être que c'est ma protection. Pour la première fois de la soirée, je sentis une lueur d'espoir plus forte que la peur. Alors, oui, murmurai-je. Montrez-moi. Nous nous déplaçâmes silencieusement, chaque pas mesuré, montant le grand escalier, longeant un couloir bordé de portraits d'ancêtres qui n'étaient pas les leurs. Le goutte clair, sans aucun doute. Au bout du couloir, Lucia poussa une porte menant à un bureau. À l'intérieur, l'air sentait le cuir et l'encre. Un bureau en acajou dominait la pièce. Dessus, une pile de dossiers bien rangés. Lucia pointa du doigt. Là. Je m'avançai, mes doigts effleurant la première page. Mon estomac se noua en lisant le titre. Procuration. Mon nom imprimé en gras 1, 2, 3, le nom de David listé comme bénéficiaire. D'autres pages détaillaient des transferts d'actifs, mes garages, mes comptes, même l'acte de propriété de ma modeste maison à Créteil. Chaque parcelle de ma vie réduite à des lignes sur du papier, attendant une signature obtenue sous l'effet de la drogue. J'expirai lentement, me forçant au calme. C'est suffisant, murmurai-je. Si la police voit ça, c'est fini. La voix de Lucia tomba à un murmure. Alors nous devons les leur donner. Je hochai la tête, sortant mon téléphone de ma poche. Mon pouce plana sur les chiffres. Mais avant que je puisse composer, des pas résonnèrent dans le couloir. Lucia se raidit, les yeux écarquillés. Je remis les papiers en place, refermant le dossier. Nous avions à peine atteint l'autre côté de la pièce quand la porte s'ouvrit. David entra, son sourire tendu. « Maman, je me demandais où tu étais passée. » Ses yeux se posèrent sur Lucia, puis sur moi. « J'espère que tu n'ennuies pas le personnel avec de vieilles histoires. » Ma mâchoire se serra, mais je forçai un sourire calme. « J'admirais juste la maison, dis-je. Claire a bien décoré. » David gloussa, bien que son regard s'attarde une seconde de trop sur le bureau. « Oui, elle a un don. » Le silence s'étira. Je remis mon téléphone dans ma poche, mon pouce picotant encore du numéro que je n'avais pas composé. Le sourire de David s'élargit, mais sa voix portait une pointe d'acier. « Reviens en bas, maman. Nous avons encore des choses à discuter. » « Bien sûr, dis-je doucement. » Alors qu'il se tournait, Lucia croisa mon regard, son expression tendue d'avertissement. « Pas encore, disait-elle, mais bientôt. » De retour à table, Claire versa du vin frais. David posa un stylo à côté des papiers près de mon assiette, comme s'il y appartenait naturellement. « Quand tu seras prête, dit-il joyeusement, bien que ses doigts tapotent la table d'un rythme nerveux. » Je pris la montre de Gousset de Jean sous la table, sentant son tic-tac régulier contre ma paume. Le temps avançait, mais cette fois, il était de mon côté. De l'autre côté de la table, Lucia sortit à nouveau tranquillement de la cuisine, débarrassant les assiettes, son expression vide. Mais quand ses yeux croisèrent les miens, juste une seconde, je vis la promesse qu'elle avait faite à l'étage. « Vous n'êtes pas seul. » L'air s'épaissit de tension, mais en moi, quelque chose changea. Pour la première fois de la soirée, je ne faisais pas que survivre. J'avais une alliée. Et ensemble, nous attendrions le bon moment pour frapper. Le stylo était posé sur la table, brillant sous le lustre comme une dague déguisée en argent. David s'adossa à sa chaise, souriant trop largement, tandis que Claire croisait soigneusement les mains, ses yeux se posant sur moi toutes les quelques secondes. Mon verre de cognac intact reposait toujours près de mon assiette, le liquide ambré captant la lumière comme un avertissement. Je sortis la montre de Gousset de Jean de la poche de mon gilet et laissai son tic-tac régulier m'ancrer. Le temps était encore de mon côté, mais de justesse. « Je regarderai ça plus tard », dis-je calmement en éloignant les papiers d'un pouce. « Pas de précipitation ce soir. » La mâchoire de David se contracta, bien que son sourire ne s'efface pas. « Bien sûr, maman. Pas de précipitation. » Mais le stylo attendait toujours, une menace silencieuse entre nous. C'est alors que je sentis la plus faible vibration dans ma poche. Mon téléphone. Je risquai un coup d'œil sous la table. Un autre message du même numéro anonyme.
Sauvegarder les preuves. Retarder. Police déjà alertée. Un soulagement m'envahit comme un air frais. Quiconque aidait Lucia, je n'avais plus aucun doute maintenant, avait une longueur d'avance. Je laissai échapper un lent soupir. Claire, dis-je, changeant de sujet. Parlez-moi de votre famille. Vous avez toujours été une si bonne hôtesse. Son sourire se réchauffa instantanément, et elle se lança dans une histoire sur les garden parties de sa mère. David avait l'air agacé, mais resta silencieux. Ma tactique avait fonctionné pour l'instant. Plus tard, après que les assiettes de dessert furent débarrassées, je m'excusai une fois de plus. Les yeux de mon fils se rétrécirent, mais il ne protesta pas. Claire lui toucha le bras, lui murmurant quelque chose qui le calma. Je me dirigeai vers la cuisine où Lucia attendait, rinçant des verres à l'évier. Elle ne leva pas les yeux, mais sa voix était ferme. Vous devez garder les papiers en sécurité. Ne les laissez pas disparaître. Ils remarqueront si je les prends, murmurai-je. Pas maintenant, dit-elle rapidement. Mais plus tard, après. Ses yeux croisèrent enfin les miens. Vous me faites confiance. J'étudiai son visage, les fines rides de fatigue, la force tranquille dans son regard. Je hochai la tête. Oui. Elle me tendit un torchon comme pour m'essuyer les mains, mais caché dans le pli se trouvait une petite clé USB. Prenez ça, murmura-t-elle. J'ai copié ce qu'ils ont imprimé cette semaine. Contrats, lettres, leurs emails, assez pour montrer l'intention. Le torchon faillit me glisser des mains. Lucia, comment avez-vous? Ils laissent les ordinateurs ouverts, dit-elle doucement. Les téléphones déverrouillés. Ils pensent que je ne suis rien. Alors je suis devenue invisible. Et les gens invisibles peuvent tout voir. Sa voix portait à la fois fierté et chagrin. Je sentis un poids s'installer dans ma poitrine, non pas de peur, mais de gratitude. Vous avez fait plus que je n'aurais pu demander. Vous devez finir le travail, dit-elle fermement. Donnez-la à la police ce soir. Des pas résonnèrent dans le couloir. Elle se retourna vers l'évier, fredonnant faiblement. Je glissai la clé USB dans la poche de mon gilet, à côté de la montre de Jean. 2 encres, une d'amour, une de survie. David apparut dans l'embrasure de la porte, souriant crispement. Tout va bien par ici. Parfaitement, dis-je d'un ton égal, en m'essuyant les mains avec le torchon qu'elle m'avait donné. J'avais juste besoin de respirer un peu. Il m'étudia un moment de trop avant d'hocher la tête. Reviens, on va ouvrir une autre bouteille. De retour à table, l'air semblait plus lourd. Je jouais mon rôle, hochant la tête, souriant, racontant des histoires sur les garages, mais chaque mot était mesuré, chaque geste délibéré. Mon esprit travaillait déjà sur le plan. Retarder. Rassembler les preuves. Protéger. À un moment donné, David se pencha, baissant la voix. Maman, nous essayons juste de t'aider. Tu as assez travaillé. Laisse-nous prendre le fardeau. Je croisai son regard fermement. Un fardeau est différent d'un héritage, mon fils. Ne confonds pas les deux. Son sourire vacilla, mais il se reprit rapidement. Bien sûr. L'héritage. C'est ce que nous voulons dire. Claire remplit son verre, sa main frôlant son épaule avec un avertissement subtil. Je l'ai vu. Lui aussi. Il se renfonça dans son fauteuil, le masque se remettant en place. Les heures s'étirèrent, chaque minute lourde de faux-semblants. Finalement, quand j'insistai pour rentrer, Claire protesta, mais pas trop fort. David me raccompagna jusqu'au hall, me serrant dans ses bras avec raideur. « Pense à ce que nous avons dit, murmura-t-il. Demain, peut-être. » Je hochai la tête, le visage calme, mais à l'intérieur, je savais que demain apporterait tout autre chose. L'air nocturne me frappa comme une bénédiction lorsque je sortis. Je commandai une voiture, regardant les lumières de la demeure briller derrière moi. De la fenêtre de la cuisine, j'aperçus la silhouette de Lucia, immobile et silencieuse comme une sentinelle. De retour à Créteil, ma maison me parut plus petite que jamais, mais plus sûre. Je posai la clé USB sur mon bureau, à côté de la photo de Jean. Son sourire semblait briller davantage sous la lumière de la lampe. « Je fais ça pour nous », murmurai-je. J'appelai mon avocat, Maître Klein, un vieil ami qui m'avait accompagné à travers les contrats, les litiges et les expansions. Sa voix était ensommeillée mais alerte. « Hélène, à 7 heures. »« J'ai besoin de vous, » dis-je simplement. « Il y a des papiers, une fraude, une tentative de coercition. Et j'ai des preuves. »
Il y eut une pause, puis sa voix s'aiguisa. Racontez-moi tout. Je le fis, lentement, soigneusement, chaque détail exposé comme des outils sur un établi. Il écouta, sa respiration régulière. Finalement, ne retournez pas là-bas seul. Nous allons nous préparer. Je contacterai les forces de l'ordre dès demain matin. Trop tard, dis-je doucement. Ils sont déjà en route. Il resta silencieux un instant. Puis, Hélène, vous devez rester en vie jusqu'à ce qu'ils arrivent. Je ris une fois, sèchement. C'est le plan. Après avoir raccroché, je restai assise dans le silence de mon salon, la montre de Jean faisant un tic-tac régulier. Je sentais le poids de la clé USB dans mon gilet, le bourdonnement constant de son souvenir à mes côtés. Pour la première fois de la soirée, je ne réagissais plus seulement. J'étais prête. Le matin après cette longue nuit, j'étais assise à ma table de cuisine à Créteil, la montre de gousset de Jean faisant un tic-tac doux à côté de ma tasse de café. La clé USB que Lucia m'avait donnée reposait à côté, un minuscule morceau de plastique qui portait le poids de tout mon avenir. Maître Klein, mon avocat, avait promis de contacter les autorités, mais je n'étais pas du genre à attendre. J'avais passé ma vie à réparer des moteurs, et quand quelque chose clochait, on ne s'asseyait pas en espérant que ça passe. On ouvrait le capot et on trouvait la source du problème. À 9 heures, mon téléphone sonna. David. Je le laissai sonner 3 fois avant de répondre. Maman. Sa voix était rapide, trop enjouée, comme s'il avait répété. J'espère que tu es bien rentrée. Claire était inquiète. Je pris une gorgée de café avant de répondre. Je suis très bien rentrée. Mon ton était calme mais ferme. Et j'ai réfléchi à hier soir. Il y eut une pause. Puis il gloussa. C'est bien. Tu vois ce qu'on veut dire, n'est-ce pas? Sur la planification de l'avenir. Je laissai le silence s'installer juste assez longtemps pour le rendre nerveux. David, dis-moi quelque chose. Où as-tu trouvé l'argent pour cette demeure? Une autre pause. Plus longue cette fois. L'immobilier, maman. Je te l'ai dit. Ne me mens pas. Ma voix trancha la ligne, stable comme l'acier. Pendant un moment, tout ce que j'entendis fut sa respiration, maintenant saccadée. Puis, comme une fuite d'un tuyau, les mots jaillirent. C'était juste quelques affaires. D'accord. Des investissements à haut risque. Tout le monde en fait. J'ai juste besoin de plus de temps. Plus de temps pourquoi? Sa voix se brisa. Pour le prêt, pour les gens qui... Il s'arrêta brusquement, mais il était trop tard. Je m'adossai à ma chaise, les yeux fixés sur la photo de Jean sur le mur. Les gens qui quoi, David? Il ne répondit pas. Tu dois de l'argent, dis-je platement. Beaucoup d'argent. Et tu as pensé que la solution était de droguer ta mère et de voler ce qu'elle a construit. Maman, ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Sa respiration s'accéléra. Tu ne comprends pas. Ces gens, si je ne paie pas, ils vont. Il se coupa à nouveau, réalisant à quel point il en avait dit. Je ne le laissai pas se reprendre. Je comprends plus que tu ne le penses. Et je sais aussi que la police comprendra quand elle verra les papiers que tu as laissés sur cette table. Ceux avec mon nom et ta signature. Il y eut une inspiration brusque à l'autre bout du fil. Tu n'as pas? Je n'ai pas quoi? Demandai-je froidement. Les prendre? Garder des preuves? David, tu m'as toujours sous-estimé. C'était ta première erreur. Le silence qui suivit était épais de panique. Je pouvais presque entendre la sueur perler sur son front. Finalement, il craqua. Tu ne peux pas faire ça. Si tu vas à la police, tu vas me ruiner. Non, mon fils, dis-je tranquillement. Tu t'es ruiné tout seul. Je mis fin à l'appel, laissant le clic résonner dans ma cuisine comme le marteau d'un juge. Le premier coup avait été porté. Le reste de la journée, le téléphone vibra constamment. Appel manqué de David. SMS de Claire écrit dans son ton poli et mielleux. Nous t'aimons. Nous ne voulons que ce qu'il y a de mieux. S'il te plaît, ne sois pas imprudente. Mais en milieu d'après-midi, un autre numéro appela. Inconnu. J'hésitai, puis répondis. La voix d'un homme, basse et douce. Madame Hélène. Oui. Vous ne me connaissez pas. Mais votre fils nous doit de l'argent. Beaucoup. Et s'il ne peut pas payer, nous nous servirons autrement. Ma prise sur le téléphone se resserra, mais je gardai une voix égale.
Alors vous devriez savoir que j'ai déjà impliqué la police. S'il m'arrive quoi que ce soit, ils sauront où chercher. Une pause, puis un gloussement, sans humour et froid. Femme intelligente. Mais la police ne résout pas toujours les problèmes assez vite. La ligne se coupa. Je posai lentement le téléphone, la mâchoire serrée. Il me connaissait maintenant. L'étau se resserrait, non seulement sur David, mais sur moi. Ce soir-là, je retournai au bureau du garage à Brooklyn. Mes employés me saluèrent avec des sourires faciles, inconscients de la tempête qui se préparait. J'entrai dans mon petit bureau, fermai la porte et ouvris mon ordinateur portable. J'insérai la clé USB. Des dossiers apparurent à l'écran, des brouillons de contrats, des emails entre David et Claire discutant de sédatifs et de stratégies de transfert, même des notes sur les moments où j'étais le plus susceptible d'être seule. Lire leurs mots, c'était comme avaler du verre. Le nom de mon fils, l'œuvre de ma vie, tout réduit à une transaction. Le ton de Claire dans les emails était plus froid que la glace. Hélène cédera une fois qu'elle sera détendue. Elle l'a toujours fait. Ils pensaient me connaître. Ils avaient tort. Je copiai tout sur mon disque dur, puis imprimai le pire. Le bourdonnement de l'imprimante ressemblait à un moteur qui monte en régime avant une course, régulier, inévitable. À minuit, j'avais un dossier épais de preuves. Je le glissai dans ma mallette, la fermant à double tour. Le lendemain matin, je décidai qu'il était temps de laisser David sentir la pression. Je composai son numéro, cette fois avec détermination. Il répondit instantanément. « Maman, Dieu merci. Écoute, à propos d'hier. Garde tes excuses, dis-je. Je veux qu'on parle face à face. Au garage. 10 heures. » Il hésita. Le garage. Oui. Mon territoire. Terrain neutre. Il y eut un long silence, puis. D'accord. J'y serai. Quand il arriva, son costume semblait plus froissé que d'habitude, ses yeux injectés de sang. Claire n'était pas avec lui. Il entra dans mon bureau, forçant un sourire. « Maman, je... » « Assieds-toi. » Ma voix était tranchante, ne laissant aucune place à la discussion. Il s'assit. J'ouvris la mallette, sortant lentement une pile de papiers. Ses yeux s'écarquillèrent en les reconnaissant. « D'où est-ce que tu... »« De ta propre maison, » le coupai-je. « De ton bureau. Ne m'insulte pas en prétendant que tu ne sais pas ce que c'est. » Son visage pâlit. « Maman, je peux expliquer. »« Tu ne peux pas, » dis-je. « Ce que tu peux faire, c'est écouter. Car à partir de maintenant, chacun de tes pas sera surveillé. Chaque mot que tu diras sera pesé. Et si tu penses pouvoir m'intimider, souviens-toi de ça. » Je tapotai le dossier. Je détiens les preuves. Ses lèvres tremblèrent. Pour la première fois depuis qu'il était enfant, je vis la peur dans ses yeux. La vraie peur. Et puis, dans sa panique, il dérapa. « Ils me tueront si je ne paie pas !» cria-t-il en frappant du poing sur le bureau. « Tu comprends ? Tu ne te sauves pas en faisant ça. Tu signes mon arrêt de mort. » Les mots résonnèrent dans le petit bureau. Il réalisa trop tard ce qu'il venait d'admettre. Je m'adossai à ma chaise, calme comme la pierre. Alors peut-être aurais-tu dû y penser avant d'essayer de m'empoisonner. Sa bouche s'ouvrit, se ferma. Aucun mot ne sortit. Je laissai le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il se tortille. Puis je rassemblai les papiers, les glissant calmement dans la mallette. « Cette conversation est terminée, » dis-je tranquillement. « Maman, s'il te plaît. Dehors. » Il hésita, puis se leva lentement, les épaules voûtées. Pour une fois, il avait l'air plus petit que moi, diminué. Alors qu'il sortait du bureau, je sortis la montre de gousset de Jean de mon gilet, sentant son tic-tac régulier. J'avais porté le premier coup, et il avait fait mal. La guerre avait vraiment commencé. Le soleil matinal filtrait faiblement à travers les stores de ma cuisine, projetant des lignes d'or pâle sur la table. La montre de gousset de Jean faisait un tic-tac régulier à côté de ma tasse de café noir, son rythme plus calme que mon cœur. Le dossier de preuve était ouvert, les pages se déversant sur le bois comme des confessions éparpillées. Je pensais que la nuit m'apporterait la paix. Ce ne fut pas le cas. Mon téléphone vibra avant même que j'aie fini mon toast. Une alerte d'actualité. Un homme d'affaires de la région parisienne fait l'objet d'une enquête pour des investissements immobiliers douteux. Et là, aussi clair que le jour, il y avait le nom de David, le nom de mon fils. Pendant un instant, mon souffle se coupa.
Je m'étais préparée à une implication policière, oui, mais pas si vite. Pas si publiquement. L'article citait des sources anonymes proches de la famille. Je fermai les yeux et je sus. Lucia. Invisible, mais plus maintenant. Elle était allée plus loin que je ne le pensais. À 9 heures, la voix de David tonna dans mon téléphone. « Qu'est-ce que tu as fait ?» « Je n'ai pas appelé la presse, dis-je calmement. Mais peut-être que quelqu'un qui en avait assez d'être invisible l'a fait. Tu es en train de me détruire. Sa voix éclata de rage. Tu as la moindre idée de ce que ça va faire? Les investisseurs vont se retirer, les banques. Peut-être aurais-tu dû y penser, dis-je, avant de signer mon nom sur un contrat falsifié. Il jura à voix basse. Puis, plus doucement, maman, tu fais une erreur. Ils s'en prendront à toi aussi. Alors qu'ils viennent, dis-je froidement. Et je mis fin à l'appel. À midi, je me rendis au garage. La vieille cheville vrombissait sous moi comme une vieille amie. Le bureau sentait l'huile et la poussière. Familier, rassurant. Michel, un de mes anciens apprentis qui dirige maintenant son propre atelier en ville, passa me voir. Il s'appuya contre le cadre de la porte, les yeux vifs d'inquiétude. « Hélène, dit-il, ça va? Les gens parlent. On dit que ton fils a des ennuis. » « De gros ennuis, hochai-je la tête lentement. « C'est vrai. » Il hésita, puis sortit une feuille de papier pliée de sa veste. « Je ne voulais pas t'entraîner là-dedans, mais tu devrais voir ça. Quelqu'un est passé à mon atelier la semaine dernière. Un type qui posait des questions sur toi, sur ta santé, ton testament. Il a dit qu'il travaillait avec David. Il a laissé cette carte. » Je dépliai le papier, une carte de visite. Le nom était inconnu, mais le logo appartenait à un syndicat de prénotoire de la ville. Mon estomac se noua. La voix de Michel baissa. « Ce n'est pas le genre de personne que tu veux autour de ta famille. » Je le regardai dans les yeux. « Ils sont déjà là. Mais merci, Michel. Plus que tu ne l'imagines. » Il me serra fermement l'épaule. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Peu importe la raison. » Une petite braise de chaleur s'alluma dans ma poitrine. Un allié inattendu. Ce soir-là, je restai tard au garage, examinant à nouveau chaque page d'épreuve. Je surlignais des lignes, marquais des emails et préparais des duplicata. S'ils essayaient de détruire une copie, 10 autres survivraient. Mais, à l'autre bout de la ville, le chaos couvait. Lucia m'appela de sa voiture, chuchotant avec urgence. « Madame Hélène, je dois vous dire. David et Claire, ils se disputent. Violemment. Elle dit qu'il est faible, qu'il a paniqué trop tôt. Il dit qu'elle l'a poussé à le faire. J'ai tout entendu à travers la porte de la cuisine. Je fermai les yeux, imaginant la scène. Il craque. Oui, dit-elle. Et elle est dangereuse quand elle craque. Soyez prudente. Plus tard dans la nuit, comme pour confirmer son avertissement, mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Claire elle-même. Sa voix était du miel sur de l'acier. Hélène, ronronna-t-elle. Nous avons eu des malentendus. Vous êtes une femme raisonnable. Asseyons-nous. Juste vous et moi. Demain. Ça ne m'intéresse pas, dis-je. Son ton s'aiguisa. Ne soyez pas stupide. Vous ne voulez pas que votre famille soit traînée dans la boue. Pensez à votre réputation. Pensez à Jean. La mention de Jean était délibérée, un couteau destiné à couper profondément. Je respirai lentement avant de répondre. N'utilisez plus jamais son nom. Ma voix était de glace. Il y eut une pause, puis un sifflement. Vous le regretterez. Et la ligne se coupa. Cette nuit-là, je ne pus dormir. J'étais assise à la table, regardant les papiers étalés devant moi. Des souvenirs affluèrent, de David enfant me tendant des clés, le visage barbouillé de graisse, fier quand il réussissait. Comment ce garçon était-il devenu cet homme? Je pensais à Claire, souriant doucement au dîner de famille, glissant du poison dans les conversations bien avant d'essayer d'en mettre dans mon verre. Et je pensais à Lucia, silencieuse, négligée, risquant maintenant tout pour me protéger. Je réalisais que je ne me battais pas seulement pour mon héritage. Je me battais pour la vérité, pour la dignité, pour les invisibles qui refusaient de le rester. Le lendemain matin, mon avocat appela. Sa voix était vive. « Hélène, le procureur veut agir rapidement. Ils vont officiellement réclamer les documents par assignation demain.
Cela signifie qu'aujourd'hui est votre dernier jour tranquille. Je hochai la tête, bien qu'il ne puisse pas me voir. Alors aujourd'hui, je me prépare. Après avoir raccroché, je me tins au centre de mon salon, respirant le calme. La photo de Jean me souriait depuis la cheminée. Demain, lui murmurai-je. Demain, ils affronteront la vérité. Je glissai l'épreuve dans une sacoche en cuir, vérifiai la serrure 2 fois, et la plaçai près de la porte. La tempête avait éclaté, oui, mais j'étais prête à y faire face. Le palais de justice sentait le bois ancien et la justice froide. Je poussai les lourdes portes, la sacoche serrée dans ma main, la montre de gousset de Jean nichée contre ma poitrine. Des journalistes grouillaient sur les marches à l'extérieur, criant le nom de David, prenant des photos, leurs objectifs avides de ruines. Mais à l'intérieur, le silence était plus lourd. Une douzaine de têtes se tournèrent alors que je remontais l'allée vers l'avant. Certains virent une veuve fragile dans un manteau usé. Qu'ils le pensent. Ils verraient bientôt autre chose. David était assis à la table des accusés, le visage pâle, la cravate de travers. Claire était à ses côtés, parfaitement composée, son rouge à lèvres intact. Mais quand nos regards se croisèrent, le sien vacilla une seconde. La peur. L'huissier appela la cour à l'ordre. La juge, sévère et aux cheveux d'argent, prit son siège. Le procureur de la République se leva le premier. Madame la juge, l'État accuse David Martin de tentative de fraude, de faux et d'usage de faux, et de complot en vue d'escroquer sa mère de ses biens et actifs. Aujourd'hui, nous démontrerons non seulement l'intention, mais l'action. Les mots résonnèrent dans la salle. Mon fils se recroquevilla sur son siège. Le procureur commença par exposer la chronologie. Les documents, les fausses signatures, et le sédatif discuté dans les emails de Claire. Je regardais chaque page que j'avais collectée défiler sur l'écran du projecteur, l'une après l'autre, la vérité voyant enfin le jour. L'avocat de David s'agita, s'opposant à chaque tournant. Mais le marteau de la juge le fit taire. Puis vint le premier témoin. Appelez Lucia Marc. Des murmures parcoururent la salle. David se retourna sur sa chaise, les yeux écarquillés. Le visage de Claire se rigidifia, ses lèvres se resserrant comme un piège qui se referme. Lucia s'avança, serrant son sac à main, tremblant légèrement. Mais quand elle leva la main pour prêter serment, sa voix était ferme. Elle leur raconta tout. Les chuchotements entendus, la nuit où on lui avait ordonné de quitter la pièce, la façon dont Claire avait acheté les sédatifs avec une fausse ordonnance. Ces mots se déversèrent comme l'eau brisant un barrage. L'avocat de David l'attaqua. Mademoiselle Marc, n'êtes-vous pas simplement une employée mécontente, amère d'avoir été renvoyée? Elle releva le menton. Renvoyée? J'ai démissionné parce que je ne pouvais pas les regarder détruire une femme qui ne le méritait pas. Ses yeux se posèrent sur moi. Pour la première fois depuis des semaines, je m'autorisai le plus petit hochement de tête. Puis vint le rebondissement que personne n'attendait. Claire demanda à parler. Son avocat murmura frénétiquement, secouant la tête. Mais elle se leva quand même. Madame la juge, dit-elle, la voix douce comme du verre. Je souhaite coopérer avec l'État. J'ai des emails, des relevés bancaires, et une correspondance montrant que David a tout orchestré. J'ai été trompée. J'ai subi des pressions. Menteuse, rugit David en frappant du poing sur la table. Le marteau claqua, la juge lui ordonnant de s'asseoir. Claire garda les yeux sur la juge, l'ignorant complètement. J'ai des preuves et je suis prête à les remettre en échange de clémence. La salle éclata en chuchotements. La femme de mon fils venait de le jeter au loup. Je restai parfaitement immobile, mais à l'intérieur, je sentis le déclic des engrenages, la dernière pièce se mettant en place. Le procureur poursuivit avec ses preuves. Des virements bancaires de compte au nom de David, des instructions de virement à des prêteurs louches, même un message vocal enregistré où il suppliait un associé de lui accorder plus de temps. Chaque mot, chaque chiffre resserrait l'étau. La défense de David était en lambeaux. Il bafouilla, cria à la loyauté, à la famille, à la trahison. Mais chaque explosion ne faisait que le diminuer. Finalement, le procureur se tourna vers moi. Madame Hélène, pouvez-vous dire à la cour pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Je me levai, la salle m'observant. Ma voix était basse, égale. Je suis ici, dis-je, parce que mon fils pensait que j'étais faible. Il pensait pouvoir m'effacer. Mais une femme ne mesure pas sa force au volume de ses cris ou à la quantité de ce qu'elle prend.
Elle la mesure à ce qu'elle refuse de perdre. La mémoire de mon mari, l'œuvre de ma vie, ma dignité. Voilà pourquoi je suis ici. Le silence tomba. Même les journalistes arrêtèrent de griffonner. Les yeux de la juge s'adoucirent un instant avant qu'elle ne retourne à ses notes. Enfin, le verdict. Le jury revint après seulement 1 heure. Le président se leva. Sur les chefs d'accusation de fraude, de faux et usage de faux, et de complot, nous déclarons l'accusé, David Martin, coupable. Le mot plana dans l'air comme le son d'une cloche sonnant la fin d'une ère. Le visage de David s'effondra. Il secoua violemment la tête, me regardant comme si je pouvais le sauver. « Maman, s'il te plaît. Tu ne peux pas les laisser faire ça. Je suis ton fils. » Je croisai son regard, calme, impassible. « Tu as cessé d'être mon fils au moment où tu as essayé de m'empoisonner. » Son cri résonna alors que l'huissier l'emmenait, les menottes cliquetant. Claire était assise, le visage de marbre, parlant déjà doucement avec les procureurs, négociant sa fuite. La juge frappa de son marteau. La séance est levée. Alors que la salle se vidait, je restai assise un moment de plus, laissant le silence s'installer. La sacoche était plus légère maintenant. La justice avait porté sa part du fardeau. Je me levai lentement, la montre de Gousset chaude dans ma paume. La montre de Jean. Le temps de Jean. Et en sortant du palais de justice, passant devant les journalistes qui criaient mon nom, je ne répondis pas, car certaines vérités n'ont pas besoin d'être répétées. Elles s'imposent d'elles-mêmes. Les marches du palais de justice étaient froides sous mes chaussures alors que je descendais lentement. Chaque pas portait le poids de décennies. Les flashs crépitaient. Les journalistes aboyaient des questions, leurs microphones tendus comme des mains avides. Mais je ne dis rien. Je continuai à marcher. La sacoche en cuir vide, maintenant mes mains libres. L'air hivernal de la ville me cinglait le visage. Mais à l'intérieur, je me sentais au chaud, plus au chaud que je ne l'avais été depuis des années. La montre de Gousset de Jean faisait son tic-tac dans la poche de mon manteau. Plus le tic-tac de l'attente, mais celui d'aller de l'avant. Je rentrai chez moi en silence. La vieille Chevy cahotait comme toujours. Mais ce soir, le son était différent. Pas un fardeau, pas un rappel de l'âge, mais stable, loyal. Comme moi. Quand je me suis garé dans l'allée, la lumière du Porsche que j'avais réparé au printemps dernier brillait plus fort que jamais. Pour une fois, je n'avais pas l'impression d'entrer dans une maison trop grande pour une seule femme. Je posai mon manteau sur le porte-manteau, plaçai la montre de Gousset sur la cheminée. La photo de Jean me regardait, souriante, de ce sourire tranquille. « C'est fini », murmurai-je. Ma voix ne se brisa pas. C'était simplement vrai. Les jours qui suivirent passèrent lentement. David fut maintenu en détention provisoire, et les journaux se remplirent de sa chute. Claire disparut dans le système, ses arrangements avec les procureurs faisant les gros titres pendant une semaine avant de s'estomper. Les voisins me saluaient différemment maintenant. Pas avec pitié, ni avec mépris. Avec respect. À l'épicerie, Madame Turner, ma voisine, me toucha le bras. « Hélène, dit-elle doucement. Vous avez bien fait. Peu de femmes auraient pu affronter leur fils comme ça. » Je réussis à esquisser un mince sourire. Parfois, faire ce qui est juste ne ressemble pas à une victoire, mais ça l'est. Elle me serra le bras. Ça l'est. Mais la victoire n'était pas seulement publique. Elle était privée. Michel passa un après-midi, me tendant un jeu de clés neuves. Le garage est à nouveau à toi, Hélène. J'ai réglé les papiers au registre du commerce ce matin. Plus aucun litige. Je fis glisser mes doigts sur le métal froid, les rainures captant la lumière. C'est comme tout recommencer. Pas recommencer, dit-il. Repartir à zéro. La différence est importante. Un soir, alors que le soleil déclinait, Lucia frappa à ma porte. Elle ne portait pas de sac à main cette fois. Pas de peur. Juste une petite boîte de biscuits dans ses mains. J'ai fait des gâteaux, dit-elle timidement. Je pensais que vous aimeriez. Je la fis entrer. Nous nous assîmes à la table, la vapeur s'élevant des tasses de café que j'avais préparées. Elle regarda autour de la pièce, les photos de Jean, les livres bien rangés sur les étagères. Vous l'aimiez beaucoup, dit-elle. Toujours, répondis-je. Lucia hocha la tête. Il serait fier de ce que vous avez fait, de la façon dont vous vous êtes tenu. Je ne répondis pas, mais mes yeux me piquèrent. Pour la première fois depuis des années, la maison ne semblait pas vide.
Mais le vrai retournement, celui qu'aucun tribunal ne pouvait offrir, arriva une semaine plus tard. Une lettre arriva par la poste. Manuscrite, l'encre était tachée par endroits. L'écriture de David. J'hésitais avant de l'ouvrir. Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je ne sais même pas si je mérite une autre chance d'être appelé ton fils. Mais assis dans cette cellule, dépouillé de tout, je vois maintenant ce que je suis devenu, ce que je t'ai fait, à la mémoire de papa, à moi-même. S'il reste quelque chose en moi qui vaille la peine d'être sauvé, c'est grâce à toi. Je n'attends pas de réponse, mais j'avais besoin de le dire. David. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois, puis je l'ai plié soigneusement et l'ai placé dans la Bible de Jean, entre les pages qu'il avait l'habitude de marquer avec des fleurs séchées. Le pardon, réalisé ne le concernait pas lui. Il me concernait, moi. Et j'ai choisi de laisser la colère s'en aller. Non pas pour oublier, non pas pour excuser, mais pour me libérer. Le dimanche suivant, je me rendis au cimetière où reposait Jean. Le vent bruissait dans les branches nues, le sol était craquant de givre. Je nettoyai la pierre, déposai des lys frais à sa base. Je pensais que la vengeance serait plus bruyante, dis-je doucement. Mais elle ressemble à ça. Calme, stable. Comme respirer à nouveau après avoir retenu son souffle trop longtemps. L'air était immobile, mais dans l'immobilité, je le sentais avec moi. Je restai jusqu'à ce que le soleil touche l'horizon, peignant le ciel d'or et de feu. Ce soir-là, en fermant le garage, je remarquai quelque chose de petit sur l'établi. Une voiture miniature, les roues rouillées et desserrées. David l'avait laissée là quand il était enfant. Je la pris, la tournai dans ma main. Un instant, je le revis, 7 ans, de la graisse sur la joue, souriant lorsque le moteur avait tout sauté pour reprendre vie sous ma direction. Je reposai doucement le jouet sur l'étagère. Certaines choses ne s'effacent pas. On les laisse simplement là où elles doivent être. Alors, voilà comment ça se termine. Pas avec des cris, ni avec des poings, pas même avec un triomphe, mais avec le calme. Avec le son d'une montre de gousset qui fait un tic-tac régulier dans le silence d'une maison qui est à nouveau la mienne. Avec un garage reconquis, un nom restauré, et une dignité que personne ne peut voler. Je n'ai pas gagné en les détruisant. J'ai gagné en refusant d'être détruite. Et alors que je suis assise ici ce soir, le café fumant à mes côtés, je sais que cette vengeance n'a pas besoin d'être feu et fureur. Parfois, la plus grande vengeance est le silence. Le silence d'une femme qui avance, libre. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la playlist qui s'affiche maintenant à l'écran.